On va s'intéresser dans cette table ronde à l'hydrogène pour décarboner les mobilités en complément de l'électrique. Il ne s'agit pas de, de passer à l'hydrogène dans cette filière complètement, mais plutôt voir comment justement sa flexibilité peut être un véritable atout. Ce sera un des enjeux de cette table ronde. Avec nous, pour parler de cette thématique, 5 intervenants. Charlotte Courtois, et qui est chargée de mission au sein de l'association professionnelle Bretagne Supply Chain. Bonjour Charlotte. On va présenter cette association. Son ADN, c'est avant tout de créer du lien, de favoriser les échanges entre les acteurs bretons sur des sujets des énergies alternatives. C'est l'objet. Oui. Merci pour la parole. Bonjour à toutes et tous. Du coup, Bretagne Supply Chain, c'est une association qui existe depuis 15 ans, qui a pour but de fédérer les énergies pour façonner la supply chain de demain. Donc, c'est une grande raison d'être. On a des valeurs fortes qui sont le collectif, la durabilité et le territoire, donc le territoire breton. Plus rapidement, on a des adhérents qui sont surtout bretons et on organise pour eux des événements qui sont issus de leurs besoins. Ce sont des besoins de frein, c'est des besoins liés à des sujets transport, logistique et supply chain, et plus précisément avec le projet Mixen sur la partie décarbonation du transport de marchandises en Bretagne. Mixen, on travaille avec les acteurs bretons pour notamment les faire se rencontrer, les faire discuter, émerger des nouveaux projets, essayer de finalement comprendre les différents freins, et notamment sur les énergies alternatives que sont le bio-GNV, l'hydrogène, les biocarburants et l'électrique. Voilà. Merci pour cette présentation. Karine Châtel, bonjour. Vous êtes responsable Bretagne Transformation écologique, direction régionale Bretagne à la Banque des Territoires. La Banque des Territoires qui accompagne la transition hydrogène en soutenant des projets de décarbonation du transport. Mais c'est important de le préciser dans cette introduction, vous êtes un établissement public, pas une banque au sens juridique du terme. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Effectivement, la Banque des Territoires, c'est une direction de la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts, c'est un établissement public financier. On a été créé en 1816. Alors, on a un petit peu de retour d'expérience. Alors, pas sur l'hydrogène depuis autant de temps. Mais effectivement, notre but est d'accompagner les collectivités, le développement économique des territoires. On peut intervenir auprès donc, de toutes les instances publiques pour les financer en prêt, mais on a aussi la capacité d'intervenir en investissement, c'est-à-dire être actionnaire de sociétés-projets qui portent des actifs, des infrastructures qui sont liées notamment à la transformation écologique. Merci. À vos côtés, François Bignon, directeur des services aux collectivités Bretagne chez Veolia, et plus précisément la filiale Veolia Recyclage et Valorisation des déchets. Vous expérimentez, vous allez nous en parler, plusieurs solutions pour décarboner votre flotte. Justement, pour qu'on sache de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres concernant cette flotte de véhicules? Comment est-ce qu'elle est composée et quel est son impact carbone aujourd'hui? Merci pour l'invitation également. Donc oui, en effet, moi je m'occupe de tout ce qui est les services aux collectivités. Donc je vais synthétiser, mais globalement, c'est tous les camions qui passent devant chez vous quand vous sortez votre bac de déchets. Nous, c'est les camions qui collectent ces bacs-là. Ou quand vous allez déposer vos déchets en déchetterie, c'est les gros bacs en bas de quai que vous voyez. C'est des empiroles qui viennent prendre ces caissons-là. Ça représente une centaine de véhicules sur la Bretagne. Nous avons aussi des balayeuses, donc ça fait une flotte assez conséquente. Mon objectif, c'est d'aller décarboner cette flotte-là, pour le cadre de vie des uns et des autres. Aujourd'hui, dans la transition énergétique que j'opère, j'ai à peu près 10% en électrique, 20% en biodiesel et 20% en bio-GNV. L'idée de l'hydrogène, c'est de venir garder des châssis et de rétrofiter le moteur pour aller mettre de l'hydrogène dedans. Mais on en parlera par la suite. Merci. À vos côtés, Alain Rocheux, vous êtes le président d'H2Grem, une entreprise qui innove pour améliorer l'autonomie énergétique et logistique de la mobilité légère, mais aussi du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise dans les grandes lignes et son implication justement dans cette filière hydrogène? Oui, bonjour à tout le monde. Donc H2Grem conçoit des systèmes pour l'autonomie énergétique des bâtiments résidentiels, petits tertiaires, dans lequel en fait, l'hydrogène est utilisé comme vecteur de stockage d'énergie saisonnier. Donc, on produit de l'hydrogène en été qu'on va réutiliser en hiver. Et dans le domaine de la mobilité, là, on conçoit des micro-stations de ravitaillement
qui sont conçus pour justement aider à développer les écosystèmes de mobilité hydrogène qui aujourd'hui sont largement empêchés d'exister par l'absence ou la quasi-absence d'infrastructures de production et de distribution hydrogène. Donc ce qu'on conçoit sont de petites stations qui permettent d'initier alors soit des usages de type logistique dernier kilomètre à base de vélos ou de petits véhicules, mais aussi des usages pour des véhicules plus gros, mais dans le cas où on n'a pas besoin de faire un plein complet. Donc, initier les usages, construire les écosystèmes, c'est un petit peu notre raison d'être. Voilà. Et on en parlera avec des exemples concrets au cours de cette table ronde. Enfin, Rémi Foyer, vous êtes directeur pôle urbain chez Iveco, entreprise qui conçoit, fabrique, commercialise une large gamme de véhicules, dont certains fonctionnent à l'hydrogène. Et c'est vous qui allez livrer la flotte des premiers bus 100% hydrogène de l'agglomération de Lorient. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous aussi, votre entreprise dans les grandes lignes ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Iveco est un constructeur de véhicules industriels, des camions, des véhicules spéciaux et des autobus et autocars, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes le deuxième plus grand constructeur européen, leader sur le marché français. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, 80% de notre production d'autobus est faite en véhicules à faible émission. 40% zéro émission, véhicules électriques et hydrogène, 40% en véhicules fonctionnant au gaz naturel, et puis les 20% restants, diesel, mais diesel HVO. Nos autobus sont intégralement fabriqués en France. Nous avons 2 usines, nous avons 2 marques, Euliez et Iveco Bus, une usine à Rorthais dans les Deux-Sèvres et une usine à Annonay en Ardèche. Iveco Group, c'est plus de 4000 salariés dans l'industrie, sur nos sites industriels en France. Les véhicules hydrogène ont été lancés il y a 2 ans. Nous avons un véhicule qui est exposé ici, qui a fait des tests de remplissage hier. Et c'est pour nous un complément tout à fait pertinent à notre gamme de véhicules électriques. On s'affranchit des contraintes d'autonomie. On a une bonne capacité aussi d'emport, donc c'est pleinement intégré dans la stratégie d'Iveco au niveau européen et mondial. Merci, on parlera plus en détail justement des avantages de l'hydrogène dans ce type de véhicule. Pour commencer, je propose qu'on repose quelques chiffres pour bien comprendre les enjeux de décarbonation de cette mobilité terrestre. Les transports terrestres qui représentent à eux seuls plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre, ça fait 130 millions de tonnes de CO2 si l'on reprend les chiffres de 2022. Il y a donc un enjeu majeur si on veut atteindre la neutralité carbone, et la Bretagne, Charlotte, fait partie des régions où cet impact est significatif. En effet, en Bretagne, cette transition nous impose de décarboner notamment les usages intensifs, en particulier sur le transport lourd. On sait notamment en Bretagne qu'on est une région assez sensible, notamment due à notre géographie, où le transport routier joue un rôle assez central. On a une très forte dépendance au transport routier. Et un chiffre qui est intéressant économiquement, c'est aujourd'hui les coûts de transport sont de 8% supérieurs. Les coûts de transport sont 8% supérieurs par rapport au coût national du transport. Donc on voit bien par ce chiffre que transporter en Bretagne peut économiquement coûter plus cher. Et quelques chiffres, notamment qui montrent en Bretagne l'importance et la part significative des consommations énergie et des consommations notamment des émissions de CO2. C'est 10% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables au fret, donc vraiment à la partie marchandise. Les transports aujourd'hui représentent 38% de la consommation d'énergie, 33% au national. Donc dans le transport, cette fois-ci, on va vraiment intégrer le voyageur et les marchandises. Et à savoir aujourd'hui qu'en Bretagne, 99% de la flotte de VUL et de poids lourds est encore aux énergies fossiles. Alors les efforts pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris 2015 n'ont pas été atteints. Il faut qu'on accélère. Et pour contraindre les acteurs à s'engager davantage vers cette transition, il y a aussi un cadre réglementaire qui évolue énormément. Et qui continue à évoluer. Ces chiffres que là je vais vous présenter, on sait qu'ils vont encore évoluer. Notamment, on sait que pour tout ce qui est stratégie nationale hydrogène,
comme on en a parlé ce matin, évolue elle aussi. Donc quelques chiffres simplement. En 2030, donc l'objectif de la France, c'était moins 50% des émissions de gaz à effet de serre et 50% des ventes de poids lourds électriques. Donc 2030, c'est demain. 2035, zéro émission des VUL et VL en Europe. 2040, il y avait une proposition notamment de l'Union européenne avec moins 90% d'émissions de CO2 sur les ventes de poids lourds. Notamment, c'était partie électrique et hydrogène, mais on l'a bien vu avec la SNH qu'il y a aussi des évolutions, notamment dans le cadre de l'utilisation de l'hydrogène qui sera surtout sur les usages intensifs industriels et un peu moins sur la mobilité. Et donc 2050, la neutralité carbone. C'est important vraiment de souligner que ces évolutions, les lois évoluent au fur et à mesure, notamment des évolutions des usages, et que les lois d'aujourd'hui ne seront pas forcément les lois de demain. Alors, il y a des actions qui sont mises en place, il y a des alternatives qui sont déjà en place. Vous le souligniez tout à l'heure en introduction, hein, François Bignon. Veolia a déjà initié des changements au sein de sa flotte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces solutions alternatives et surtout quelles sont leurs limites et les contraintes qui sont liées aujourd'hui, qui poussent à aller par exemple vers l'hydrogène? Du coup, il y a beaucoup d'alternatives sur la transition énergétique et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise énergie. Il faut trouver la bonne énergie dans un écosystème très local. L'électricité, aujourd'hui, ça marche très bien dans les poids lourds, ça marche dans les balayeuses. Une balayeuse a besoin de moins d'énergie qu'un poids lourd. Donc globalement, une petite station classique marche. Si vous commencez à mettre de l'électrique sur une flotte de véhicules complète, là, il faut être proche d'une ligne de tension EDF. Sinon, il faut recréer des canalisations et ça coûte très cher. Un véhicule électrique est aussi au-dessus en investissement par rapport à un camion diesel classique. Par contre, en maintenance, il est un peu moindre. Et ensuite, il y a aussi toutes les batteries, les recyclés derrière qu'il faut prendre en compte. Mais globalement, c'est une bonne solution de transition énergétique. Après, il y a l'acceptation du coût. Ça, c'est la contrainte de l'électrique. Le biodiesel a énormément de sens aujourd'hui pour atteindre justement la décarbonation de nos flottes. Le biodiesel, aujourd'hui, c'est 80% d'abattement, ce qui est plutôt pas mal. Nous, on utilise un biodiesel qui est issu des huiles usagées de la restauration. Quand vous allez manger des frites dans un restaurant, on récupère des huiles, on les estérifie, on en refait du biodiesel. Ça marche bien. Après, d'aller faire du biodiesel avec des cultures, etc., il faut être vigilant, parce que pour moi, je considère que l'agriculture, c'est avant tout pour nourrir l'être humain. Il y a le biogaz. Quand vous collectez des biodéchets aujourd'hui sur le territoire de Lorient Agglomération, les biodéchets sont extraits des ordures ménagères. Elles sont après compostées, mais on peut aussi en faire de la méthanisation. Cette méthanisation-là crée du biogaz, et là, on arrive aussi dans des boucles économiques vertueuses, circulaires. Et l'hydrogène, pourquoi l'hydrogène? C'est qu'aujourd'hui, je suis persuadé que le waste to power, comme disait Azozix de Stéphane Paul, arrive. Et l'hydrogène, on peut aller en capter, on peut aller en produire avec des déchets. Et des déchets, il y en a sur tous les territoires. Donc on a des modèles, on en parlera par la suite, mais on verra que c'est hyper intéressant, c'est très challengeant. Et convaincu de l'importance de développer ces solutions, vous avez décidé, vous, de développer, d'expérimenter l'utilisation de l'hydrogène sur 2 véhicules, mais on est plutôt sur du rétrofit, c'est ça? Oui, alors pourquoi le rétrofit? C'est qu'aujourd'hui, je suis très attaché à se dire que le déchet qu'on ne produit pas, on ne l'a pas, ni à le collecter, ni à le gérer. On parle beaucoup de réemploi, de réutilisation, de réparation. Aujourd'hui, on a des camions qui sont en place, qui ont 6, 7, 8 ans, qui sont au diesel. On ne va pas les jeter pour reprendre un camion qui est décarbonant, puisque si on s'attachait à analyser le cycle de vie de la production du camion jusqu'à sa fin de vie, on se rendrait compte que là, dans ce cas-là, il vaut mieux garder le camion. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir des idées de le rétrofiter. Donc nous, notre idée, c'est d'enlever le moteur diesel, de mettre un moteur à combustion, comme ça on garde la même cinétique du véhicule. Donc il faut qu'on mette en place des circuits d'alimentation H2, trouver les bons réservoirs et bien les positionner au niveau du camion. Ensuite, la prise de force, on la change et on vient d'installer un moteur. Donc aujourd'hui, on est en partenariat à travailler avec EHM, qui est une start-up bretonne basée à Châteaulin, et qui sont en train de monter un moteur à hydrogène 5 cylindres avec la puissance nécessaire, puisqu'on a besoin de puissance importante sur ces véhicules poids lourds. Quand on collecte vos poubelles que vous sortez devant la rue, on a des systèmes de compaction d'ordures ménagères, on a des lève-conteneurs automatiques et tout ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, l'hydrogène prend aussi son sens. Rémi Foyer, vous nous parliez aussi des solutions alternatives étudiées au sein de votre flotte. On va se concentrer quand même avec vous essentiellement sur les bus, vous l'avez dit.
L'utilisation des bus pour l'agglomération de Lorient devrait permettre de réduire l'impact carbone de la flotte de 15 à 20%. De plus en plus de collectivités s'en occupent. Vous avez de plus en plus de demandes de la part des collectivités. Quels sont les atouts de l'hydrogène pour ce type de véhicule et en quoi il vient en complément de l'électrique, justement? Alors le véhicule hydrogène, donc nous avons construit nos véhicules sur une base de véhicules électriques, une base éprouvée, distribuée à plus de 4000 exemplaires. Et l'avantage de l'hydrogène, et je pense au réseau lorientais, c'est un réseau où vous avez des amplitudes très longues, où des lignes peuvent dépasser les 300 km. Aujourd'hui, on arrive avec les nouvelles batteries en véhicule électrique à atteindre ces autonomies. En revanche, plus vous sollicitez une batterie et plus vous vous approchez de son seuil bas, plus vous l'usez. L'avantage de l'hydrogène, on s'affranchit complètement de ces contraintes d'autonomie. Nous avons fait des essais en Italie en situation réelle, on a atteint 515 km. Donc il n'y a plus de contraintes d'autonomie. Les remplissages, nous avons fait un essai hier sur la station de Lorient, on charge le bus en 10 minutes. C'est peu ou prou équivalent au temps de remplissage d'un véhicule diesel. Donc pas de contrainte de remplissage. Et puis aussi effectivement plus de souplesse dans les dépôts et ateliers. Vous l'avez fait remarquer, un dépôt équipé à 100% d'autobus électriques, un des dépôts de 250 à 300 véhicules, qui embarque chacun 400 kWh de batterie, ça consomme peu ou prou ce que consomme un hôpital. Alors ça se fait, ça existe, mais nous sommes convaincus au sein d'Iveco que l'hydrogène est un complément indispensable et va être amené à se développer dans les années futures. Pour répondre aux contraintes d'autonomie et d'infrastructure des dépôts. Aujourd'hui, le marché s'est évoqué et naissant. On a quand même vendu nos autobus dans des agglomérations françaises, donc Lorient évidemment, qui va recevoir le premier véhicule. Vous voyez, il aurait dû être terminé. On a un fournisseur de rétroviseurs par caméra qui est défaillant. Mais voilà, Lorient va accueillir tout prochainement le premier véhicule. Et puis nous en avons vendu à Cannes, à Dunkerque, à La Roche-sur-Yon, à Annecy et puis aussi à Gorizia en Italie. Et le marché des autobus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une contrainte en 2030 de fournir 90% de véhicules en zéro émission. Ça veut dire électrique ou hydrogène. Donc aujourd'hui, l'électrique, c'est 40% du marché. Et l'hydrogène, je pense, sera amené à prendre une part croissante parce que l'électrique ne couvrira pas tous les besoins. Alors donc, si on regarde ce qui se passe dans le bus, dans l'intégration des systèmes, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les composants? C'est un peu technique, mais les techniciens ingénieurs ici comprendront. Donc vous voyez, on part d'une base d'un véhicule électrique. Là où sur un véhicule électrique, on a, je dirais, de 6 à 9 packs batterie, on en a un seul. Pourquoi on a choisi cette architecture? On s'est aperçu que sur un autobus qui n'arrête pas d'accélérer, de freiner, on récupère 30% de l'énergie dissipée. Donc ce que l'on voulait, c'est avoir une architecture qui permette de récupérer le maximum d'énergie. Et l'autre avantage, c'est qu'une pile à combustible, plus elle cycle, plus elle s'use. Autant en utilisation interurbaine ou sur un poids lourd, elle va être à régime constant, elle ne va pas s'user. Donc le but, c'est que cette batterie fasse tampon et permettre à la pile de moins cycler pour avoir une durée de vie maximale. Et ça nous permet aussi de très peu consommer. On consomme 5 à 6 kg d'hydrogène au 100. On embarque, vous voyez, 31 kg d'hydrogène, donc on a une autonomie très appréciable. Et cette architecture permet aussi d'avoir des composants, je dirais, grande série. Et au niveau des coûts de maintenance et je dirais de la pérennité des composants, c'est intéressant pour nos clients et pouvoir les maintenir sur 15 ans ou 20 ans, qui est la durée de vie d'un autobus.
Merci. Alain Rocheux, on sait que l'hydrogène a également toute sa place dans les engins de logistique et de mobilité légère. On parle beaucoup de l'impact du dernier kilomètre. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement dans lesquels l'hydrogène a toute sa place et est pertinent? Alors effectivement, on parle beaucoup d'hydrogène pour de la mobilité lourde, que ce soit du bus, du train, du bateau. Mais l'hydrogène peut aussi être utilisé pour des applications de mobilité beaucoup plus légères. On a à l'intérieur du K2 là, un petit exemple avec un vélo qui permet soit d'avoir de la mobilité individuelle de type récréatif ou ce qu'on peut retrouver dans les centres-villes, mais également de la livraison dernier kilomètre. C'est une solution qu'on a mis en œuvre à Paris l'année dernière dans le cadre des Jeux Olympiques. Cadre dans lequel on a également mis en œuvre 2 stations de ravitaillement de chariots élévateurs hydrogène avec Toyota. Donc ces usages existent d'ores et déjà, ils sont envisageables et ils sont gérables d'une certaine façon plus facilement que des usages qui nécessitent des quantités d'hydrogène beaucoup plus importantes, dans la mesure où il est possible de produire même sur site, et c'est ce que nos stations faisaient, donc même à l'intérieur de Paris, produit donc sur site de l'hydrogène nécessaire pour l'usage de ces véhicules. Donc ces usages dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, ils sont également possibles. Ils permettent d'initier, de démarrer en fait, l'usage de l'hydrogène qu'on a un petit peu de mal à voir décoller à cause de ces contraintes d'infrastructure et de coûts. Et ce sont des exemples qu'on a pu multiplier un petit peu, pas seulement en France, mais également en Allemagne, en Suisse et récemment également au Chili, qui est un pays qui est extrêmement tourné vers l'hydrogène. Donc voilà, tous ces usages existent, sont possibles. Alors, on va revenir sur les bus, les bus à hydrogène, dont a également décidé de se doter l'agglomération de Saint-Brieuc, avec le projet Armor Hydrogène. Il y a également une benne à ordures à hydrogène. Il y a la volonté vraiment là, de créer tout un écosystème sur le territoire. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment la Banque des territoires peut collaborer avec les collectivités pour structurer l'offre hydrogène sur le territoire? Alors, accompagner les collectivités, c'est vraiment l'ADN de la Banque des territoires. Il faut savoir que ces projets sont des projets de très longue durée. Il faut suivre pendant des années et justement, nous, c'est vraiment notre point fort, notre capacité à accompagner sur le long terme. Ça commence toujours par des études de faisabilité. Donc on accompagne et on cofinance avec les collectivités leurs réflexions. Il faut également ensuite, une fois que le projet semble pertinent, s'entourer de partenaires privés en général qui sont vraiment des sachants, notamment là par exemple de l'hydrogène. Donc ça va passer par des mises en concurrence puisqu'on est avec des collectivités. Donc on accompagne toutes ces phases, tous ces chemins. C'est pour ça aussi que c'est assez long pour les collectivités de monter les projets. À titre d'exemple, nous, au niveau national, on a étudié plus de 60 dossiers. On a engagé plus de 100 millions d'euros sur ces projets, mais en fait, il y en a à peine 18 qui sont vraiment en cours de montage et de réalisation. Donc, c'est vraiment aussi notre rôle de conseiller au mieux la collectivité dans sa décarbonation, c'est-à-dire vraiment quel est le mix ou en tout cas quelle est l'énergie la plus vertueuse pour elle dans son projet. Et on a la chance, comme vous disiez, de pouvoir accompagner certaines collectivités de Bretagne, et notamment Saint-Brieuc, l'agglomération de Saint-Brieuc, qui a souhaité lancer son projet de décarbonation d'une ligne de bus. Donc nous sommes intervenus dès le départ à leur côté pour les accompagner, pour cofinancer les études et approfondir la réflexion. Et ensuite pour s'adjoindre les énergéticiens, Valorem et Terega, qui ont permis ensuite de passer à des phases vraiment d'APS, APD, pour rentrer dans le cœur du sujet.
Merci. Alors Charlotte, on voit à travers ces témoignages la pertinence de l'hydrogène pour décarboner à la fois dans les usages intensifs, mais il y a aussi les mobilités légères. Est-ce que les acteurs, dans les échanges que vous organisez, etc., est-ce que vous voyez que les acteurs ont conscience de l'importance de la place à accorder à l'hydrogène, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour convaincre dans ce sens? C'est intéressant parce que je pense que c'est une question qui est revenue plusieurs fois depuis ce matin au cours de mes échanges. Comme ce qui a pu être dit, l'hydrogène aujourd'hui, on est sur des problématiques de financement, d'investissement, d'infrastructures, d'aides qui sont disponibles. Et donc du coup, le rôle notamment de Mixen, c'est de pouvoir réunir tous ces acteurs, de pouvoir les faire communiquer, échanger et faire émerger les freins, trouver des solutions. Mais surtout, il y a aussi peut-être un manque de visibilité d'actions qui ont été faites, et je pense notamment via la ville de Lorient avec les bus, ou avec des projets comme celui de Saint-Brieuc, Armor Hydrogène, ou bientôt la communauté de communes de Plébin-Châteaulin-Porzay. C'est vraiment important que les communes, les agglomérations et les territoires puissent avancer sur ces sujets hydrogène. Parce que c'est avec cette visibilité-là, ces écosystèmes qui se créent, que les acteurs, notamment de la mobilité, je pense, pourront avoir envie de tourner vers l'hydrogène en complément de l'électrique. Voilà. Il y a vraiment cette flexibilité, et vous en parliez, Rémi Foyer, cette flexibilité de l'hydrogène qui est vraiment quelque part un atout formidable, c'est un outil extraordinaire pour cela, et c'est pour ça aussi que vous y intéressez tant, et que c'est un sujet d'avenir. Oui, là, nous sommes persuadés, et comme j'ai déjà dit, que c'est un complément nécessaire aux véhicules électriques. Alors, ça a démarré avec les autobus, parce que tous les projets qui ont été lancés ont été faits sur des périmètres urbains. Il y a des véhicules interurbains alors, qui ont été équipés en rétrofit. Il n'y a pas encore vraiment d'offres de véhicules longue distance en hydrogène. Mais nous sommes persuadés, et là je parle de façon plus large au sein d'Iveco, que l'hydrogène sera pleinement pertinent pour équiper par exemple les autocars grande distance, autocars de tourisme et aussi les camions. À titre d'information, le groupe a aussi développé des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène liquide. Donc c'est une autre application, on n'est pas sur des piles à combustible, mais on explore toutes les pistes possibles. Et aujourd'hui, le choix, il est binaire, c'est électrique ou hydrogène. Donc, on a décidé de partir, c'est un pari. Il ne faut partir ni trop tôt ni trop tard, mais je pense que ceux qui n'ont pas encore exploré l'hydrogène ont loupé une étape, parce que ça s'imposera. Alors à quelle échéance? 5 ans, 10 ans, 15 ans, personne ne peut le dire. Mais nous sommes pleinement persuadés que ce sera une des clés de la décarbonation dans le futur. Alain Rocheux, vous nous parliez tout à l'heure des différentes possibilités qu'offre l'hydrogène aussi dans la mobilité légère, dans la logistique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets et notamment nous montrer qu'on peut créer des écosystèmes dans lesquels on utilise cette flexibilité et qui sont vertueux? Alors j'ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, j'ai peut-être un peu spoilé le sujet, mais aujourd'hui on a plusieurs systèmes qui existent, qui sont en place. Vous en voyez quelques-uns ici, donc en haut, à gauche pour vous. Ce qu'on a fait l'année dernière lors des JO avec Toyota, donc une petite station de ravitaillement, enfin de production, de stockage, de distribution d'hydrogène pour les chariots élévateurs. Et puis notre station qui, elle, était dédiée à des vélos hydrogène. On a un projet actuellement pour des petits bateaux, donc dans des marinas dans le sud de la France et de l'Espagne. Je parlais du Chili aussi, où on a là aussi des écosystèmes de livraison dernier kilomètre sur la base de vélos également, vélos qui par ailleurs sont produits en France. Donc comme je disais, ça existe, on en parle très peu, mais ça existe. Et récemment, là, en milieu d'année, là, au mois de mai, on a installé aussi un petit écosystème
de vélo dans un grand hôtel du côté de Montpellier, avec là aussi une dizaine de vélos qui fonctionnent aujourd'hui et une Toyota Mirai qui doit arriver bientôt aussi, qui serviront aux résidents de l'hôtel. Donc encore une fois, c'est simplement pour insister sur le fait que tous ces usages de petite mobilité existent aujourd'hui. Et ce sont des écosystèmes qui permettent de sortir du paradoxe de la poule et l'œuf auquel est confrontée la filière. On a une petite vidéo de vélo notamment qui illustre bien que ça existe et que ça marche, ça fonctionne bien. Oui, c'est vrai que le coût des infrastructures hydrogènes, c'est quelque chose qui, ceux qui travaillent dans les bus, dans les bennes à ordures connaissent bien. Les quantités d'hydrogène à produire sont importantes, donc les infrastructures qui doivent les accompagner sont aussi très coûteuses. L'intérêt de ces petits usages, c'est que justement, on se limite à des investissements qui sont sans aucune commune mesure avec ce qui peut être nécessaire pour de la mobilité lourde et qui permettent de démarrer. Et je pense que c'est important pour participer à l'acceptabilité des usages de l'hydrogène, de voir émerger ces solutions-là aussi, qui certes n'ont pas le même impact, on va dire, environnemental, mais qui ont un impact d'usage qui est aussi tout à fait pertinent pour accompagner et lancer ces autres applications de plus grande envergure. Alors on va s'intéresser avec vous, François Bignon, à la manière dont on se procure aussi cet hydrogène. Hein. On parle beaucoup de l'électrolyse pour produire cet hydrogène vert, mais vous le disiez, il y a aussi d'autres pistes qui sont étudiées, notamment à partir des déchets. Voilà, c'est important aussi, c'est le sujet fondamental aussi, savoir comment on se le procure. Et peut-être que vous êtes aussi dans ces logiques de flexibilité, d'écosystème. Oui, tout à fait, comme ce qui a été dit, hein, je partage, il y a beaucoup de problématiques économiques. Hein. Vous avez dû entendre ce matin l'électrolyse de l'eau, vous avez pu entendre aussi le mot de vaporéformage, j'en rajoute un autre, enfin deux autres, pyrogasification, gasification. Et tout ça, si vous avez pris des ordres de coût, on a parlé de 5 € jusqu'à 20 € le kilo. C'est un gap énorme. Ce gap-là, dans une flotte de véhicules, il intègre le TCO. Pour vous donner un ordre d'idée, 30% du coût à l'heure d'un véhicule plus un chauffeur, c'est le carburant. Quand on parle de 5 ou de 20, c'est plus le même ratio. À 5, globalement, on peut faire tourner des camions à hydrogène, décarboner, améliorer le cadre de vie, l'air, etc., et sans surcoût majeur. À 20, ça ne passe pas. C'est-à-dire que l'accessibilité des clients ou des collectivités ou n'importe qui n'est pas acceptable, même si c'est pour protéger l'environnement. Malheureusement, on est vite rattrapé par l'économie. Et donc, il faut travailler ce coût d'hydrogène. Pour le travailler, il y a l'électrolyse, il peut y avoir des prix intéressants en fonction de la localisation, mais il y a d'autres technologies qui existent, qui sont sur la table, qui commencent à faire leurs preuves. Maintenant, il faut aller mettre des usages sur la route. C'est pour ça que nous, on fait 2 prototypes. Les prototypes vont nous confirmer que nos modèles mathématiques sont les bons. Et dans les déchets, on peut aller gazifier du bois. Donc, la gazification du bois, c'est on monte à haute température, un bois avec des solvants, hein, ça peut être vos meubles Ikea par exemple, des solvants, donc c'est des polluants, on monte à très haute température, on récupère tous les gaz, et dans ce gaz-là, on a de l'hydrogène, on a du CO2. Le CO2, on peut aussi aller le filtrer et en faire d'autres usages, comme a dit Josix ce matin. Et l'hydrogène, on peut le filtrer, le capter, et après le mettre dans un moteur à combustion. Ce bois-là, aujourd'hui, il a un coût sur les marchés, donc si on vient, toutes les parties prenantes, travailler ensemble, partager nos écosystèmes économiques, on peut arriver à résoudre cette équation. Karine, le projet Armor Hydrogène a été pensé aussi dans une logique d'écosystème. Hein. Plusieurs acteurs fiables du territoire se sont coordonnés et ça c'était important pour garantir la production d'électricité renouvelable, la capacité à la transformer en hydrogène vert, à la stocker et puis à la restituer également. Ce sont des critères importants pour vous pour soutenir des projets, le fait qu'il y ait un écosystème qui soit pensé dans sa globalité avec des acteurs solides. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour ce type de projet, donc très capitalistique comme on en a parlé, il faut que vraiment les planètes s'alignent. Et en l'occurrence, là, c'était vraiment exemplaire. C'est-à-dire qu'autour de Saint-Brieuc-Aglo
et notamment monté par la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Un écosystème a été monté, le cluster hydrogène, qui a été notamment très animé par Francis Gagné, qui est dans la salle. Et cet écosystème permet de faire monter en compétence aussi des entreprises, des transporteurs qui justement se posent beaucoup de questions parce qu'effectivement c'est un coût, le TCO il n'est pas évident, et puis il faut aussi de la confiance. On sait au niveau national, on en a reparlé ce matin, c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que tout n'est pas en ligne continue, donc la confiance elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde pour se lancer sur l'hydrogène. Et là, par exemple, sur notre projet, le chiffre d'affaires de la production et de la station hydrogène est assuré à moins de 40% par le client collectivité. Il faut savoir que Saint-Malo a rejoint le projet Armor Hydrogène, donc ça permet d'atteindre ce pourcentage de 40%, mais il faut trouver les 60 autres. Et là, on a vraiment besoin d'un écosystème fort, on a vraiment besoin que tous les acteurs, alors plus que départementaux, même régionaux, soient dynamiques et actifs sur le domaine pour pouvoir justement assurer le développement de ces projets. Monsieur Loher en parlait en introduction tout à l'heure, il y a eu aussi cette logique d'écosystème qui a été déployée pour l'Orient Agglomération. Rémi Foyeux, comment est-ce que vous travaillez? Vous disiez tout à l'heure, il y a des tests qui sont faits pour remplir ces bus, il y a tout un écosystème et notamment des infrastructures nécessaires. Et comment est-ce que vous travaillez avec les autres acteurs de cet écosystème pour que justement tout puisse fonctionner et que vous ayez les outils nécessaires au fonctionnement de vos bus? Alors aujourd'hui, effectivement, le point crucial, c'est de s'assurer que les bus puissent être avitaillés correctement. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus un problème. On trouve des stations fiables et on n'a jamais eu de soucis pour charger nos autobus. Donc le problème, je dirais, de remplissage d'avitaillement en urbain n'est pas un souci puisque tous nos clients sont déjà équipés ou en cours d'équipement. Je citais Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Lorient, Annecy et Cannes, Gorizia en Italie. Tout le monde a sa station. Et à notre niveau, c'est s'assurer en amont effectivement que tout va bien se passer. On trouve maintenant aussi un panel de fournisseurs au niveau des réservoirs, de tous les équipements qui sont fiables et complètement industrialisés. Et le but, effectivement, c'est notre conviction d'avoir de l'hydrogène vert décarboné. Et derrière, on a dû investir dans une station sur le site d'Annonay. Les bus sont fabriqués à Annonay en Ardèche. Donc là, c'est un gros investissement parce qu'il faut qu'on ait notre station de production d'hydrogène sur place pour tester et produire les véhicules. Donc on a complètement intégré cette boucle complète dès la conception et la construction de nos véhicules. Pour finir sur ces écosystèmes, un mot, Charlotte, puisque la Bretagne Supply Chain a un rôle clé dans ces liens entre les acteurs du territoire. Bretagne Supply Chain, et notamment avec le projet Mixen, on a vraiment, notre mission, c'est vraiment de pouvoir réunir ces écosystèmes, ces acteurs, donc que ce soit les transporteurs, les institutionnels, les chargeurs, pour qu'ils puissent autour d'une table discuter ensemble et pouvoir faire émerger, comme je vous le disais, des solutions. Mais ce qui est important aussi, notamment via les événements qu'on peut organiser, c'est qu'on va organiser des événements avec les territoires et les collectivités pour mettre en avant les acteurs du territoire qui ont des solutions, notamment hydrogène. Mais on va aussi travailler avec, en général, tous les acteurs pour que chaque année, on puisse faire émerger des événements qui correspondent aux besoins. Donc, selon nous, le fait de réunir les acteurs et de créer ces écosystèmes via des financements avec la Banque du Territoire ou via tous les acteurs qu'il y a autour de cette table, c'est en collectif qu'on peut faire avancer notamment la décarbonation en général sur les usages intensifs et plus spécifiquement sur le transport de marchandises. Et pour finir aussi, on anime un groupe de travail en lien avec la région et Bretagne Next, qui est le groupe de travail transport et logistique hydrogène, où on réunit un certain nombre d'acteurs bretons qui,
2 fois par mois, peuvent se réunir pour discuter des actualités, des problématiques des freins, mais on essaye aussi toujours d'avoir des retours d'expérience, des innovations à présenter. Donc si vous avez envie de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à venir me voir, on pourra en discuter. Très rapidement, quand même, ne pas occulter la réglementation et la sécurité. Voilà, peut-être un mot à ce sujet. Est-ce que c'est un frein aujourd'hui dans l'utilisation de ce type de véhicule? Rémi ou François? Vous pourrez compléter, mais non, c'est pas un frein. Il y a des choses à travailler. Mais nous, pour les 2 prototypes, on va faire des RTI, c'est-à-dire qu'on va venir réglementer juste le camion après pour passer en mode plus industriel. Mais il faut pas se mettre des freins réglementaires. On voit bien aussi que H2X a travaillé ça aussi de longue date. Si on se met un frein réglementaire, on n'avance pas. Donc il faut pousser les sujets et en accompagnant tous les organismes certificateurs, on arrive à bouger les lignes. Et je pense que vous êtes un exemple parfait. Oui, effectivement, alors ça c'est une contrainte. Alors en tant que constructeur, donc nous sommes en homologation par type, hein, on n'est pas en RTI, donc il y a des procédures assez lourdes. Bon, ça fait 40 ans qu'on fait des bus au gaz naturel, 10 ans qu'on fait des véhicules électriques en série, donc on a des ouvriers qualifiés et confirmés. Bon, les pressions sont plus importantes. Hydrogène, gaz, on est à 220, 240 bars. Là, on est à 350 bars. Il y a des réservoirs qui ont des capacités, je crois, jusqu'à 450 bars. Nous, on est à 350. Le plus difficile, on l'a vu en production, là je parle côté industriel, c'est la propreté qui doit être exemplaire, notamment de tout ce qui est tuyaux et tuyauterie accessoires. L'hydrogène ne supporte pas la moindre poussière. Hein, industriellement, vous avez toujours parfois des résidus d'huile ou de graisse dans les tuyaux. La pile doit être préservée et c'est là où on a eu l'apprentissage le plus compliqué, donc apprendre à travailler dans des ateliers, je dirais, quasiment hors poussière. Et puis après, en maintenance, il faut faire très attention. Hein, là, je prends l'exemple à Lorient, on a formé notre concessionnaire, hein, puisque on ne peut pas intervenir sur une pile comme on intervient sur un moteur diesel ou même un moteur gaz naturel. Donc c'est toute la formation et l'apprentissage aussi de nos réseaux de concessionnaires. Hein, donc il faut être très vigilant parce que c'est quand même un produit qui doit être manié avec précaution. Un mot de la création de valeur sur le territoire aussi. François Bignon, vous avez fait le choix de HM pour vos moteurs à combustion. Vous le disiez, c'est une entreprise à Châteaulin, en Finistère. Elle n'a pas encore passé le gap industriel. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Quelles sont ses perspectives? Alors du coup, ce qui manque encore une fois, c'est des financements, c'est du soutien économique. Et après, elle passera le cap. C'est une très belle équipe, de nombreux ingénieurs qui mettent un moteur à combustion 5 cylindres très performant, de la puissance, tout ce qu'il nous faut, basé en Bretagne, made in BZH en plus, donc c'est encore mieux. Et l'objectif, c'est plusieurs milliers de moteurs à terme dès qu'on aura fait les preuves du moteur en question. D'où le projet d'aller mettre 2 prototypes sur la route très vite, d'aller tester tout ça. Et après, on vous invitera bien chaleureusement pour vous faire voir ces essais. Rémi Foyer, pour le bus, c'est Hyundai qui fournit les piles à combustible. Le géant asiatique s'est fixé l'objectif, je crois, de produire 700 000 systèmes de piles à combustible par an. D'ici 2030, il y a ce savoir-faire des piles à combustible sur le territoire. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que d'aller vers c'est une problématique de coût aussi, j'imagine, que de pouvoir se tourner vers... Le choix sur les autobus, alors au niveau d'Iveco, on avait différents composants disponibles. Le choix qui a été fait par nos bureaux d'études était de partir avec Hyundai, puisque nos ingénieurs, nos bureaux d'études ont jugé que nous n'avions pas la pile adaptée à l'utilisation sur un autobus. Donc on ne pouvait pas, je dirais, partir sur des systèmes prototypes. Hein, on voulait
offrir toutes les garanties de fonctionnement, de disponibilité, fiabilité équivalent aux bus électriques ou thermiques. Et Hyundai a été choisi comme étant la pile la plus performante pour nos applications. C'est une pile de 110 kW qui, comme je vous le disais, fonctionne de façon idoine pour les autobus. Et les premiers retours sont plutôt encourageants. On est aujourd'hui reconnu comme étant le constructeur avec le véhicule qui consomme le moins. On consomme 5 à 6 kg d'hydrogène au kilomètre, au 100 km, hein, ce qui est très faible. Et on est pleinement satisfait aujourd'hui de la coopération avec Hyundai. Alain Rocheux, hein, on a vu les écosystèmes qui sont mis en place, c'est un gage de souveraineté économique, technologique aussi pour les acteurs du territoire. Et vous le faites évidemment pour la Bretagne, mais on le voit avec le Chili, il y a aussi l'envie d'aider à l'extérieur, à l'international, à créer des écosystèmes vertueux pour pouvoir utiliser cet hydrogène de façon optimale. Oui, l'hydrogène est adapté à tout un tas d'endroits. Il n'y a pas que la France, on en parle partout. C'est une solution qui est envisagée partout. C'est vrai que le Chili, c'est un pays qui a un ratio de production d'énergie renouvelable qui est très élevé. Donc ils ont en particulier la problématique des intermittences. Ils ont du solaire, ils ont de l'éolien en très grande proportion. Donc l'hydrogène pour le Chili, c'est un moyen justement de pouvoir gérer ces énergies renouvelables bien mieux que ce que d'autres solutions peuvent apporter jusqu'à présent. Voilà, donc encore une fois, partout où les énergies renouvelables sont présentes et elles se développent partout de plus en plus. L'hydrogène aura sa place pour accompagner ce développement-là. Et donc, si l'hydrogène est là, ça donne la possibilité à des écosystèmes de mobilité d'exister aussi, pas simplement pour de la flexibilité des réseaux. Merci. Un mot peut-être pour conclure chacun sur les échanges, peut-être sur la souveraineté des territoires. C'est important. Karen Châtel, je ne sais pas si vous voulez commencer pour voilà, un petit mot en conclusion, un message pour clore cette table ronde. Alors, je voulais quand même rajouter aussi notre rôle d'implementing partner parce qu'il est quand même notable. Pardon, pour aller chercher des fonds européens. Exactement. Important. En fait, ces projets-là nécessitent des subventions. Donc, on l'a vu ce matin avec l'ADEME, qui est un fort soutien. Et sans ces subventions nationales, on ne pourrait pas faire les projets. Mais on a aussi besoin des subventions européennes qui interviennent via le programme CEF-AFIF sur alors les véhicules, mais également les stations et électrolyseurs. Donc pour ce faire, la Banque des territoires a été nommée par la Commission européenne comme donc ce terme barbare, implementing partner. Ça veut dire que si on finance le projet, la Commission aura un regard plus facilité sur le dossier. Et j'avoue que 100% des dossiers que nous avons déposés ont reçu leur subvention à Bruxelles. C'est important de le rappeler parce que malheureusement aujourd'hui, les projets ne sont pas autoportants sans subvention. Et alors pour faire effectivement le mot de la fin, je dirais que sur la mobilité, nous, c'est important en tant que Banque des territoires d'accompagner la réflexion des collectivités sur leur devenir, sur la décarbonation de leur flotte. On pense qu'il y a un sujet qui est important d'avoir un mix en tête. Donc on est là aussi pour aider les réflexions. Et effectivement, l'hydrogène a une place très importante et prépondérante, mais nécessite un écosystème complet d'utilisation de l'hydrogène. Parce que sinon, aujourd'hui, ça n'est pas suffisant et on n'arrivera pas à un coût de la molécule adéquate. Adapté. François Bignon. Alors, pour un mot de la fin, il faut rien lâcher. Il faut un juste équilibre entre les bienfaits environnementaux, le poids sociétal, l'économie globale. Et c'est un ensemble des parties prenantes, dont on fait tous partie, qui vont permettre de créer ces écosystèmes locaux vertueux. Et puis, on est quand même dans le pays de la voile ici à Lorient. Si vous regardez et lisez l'histoire de Thomas Coville, quand il a voulu battre le record du Tour du Monde, il a essuyé des plâtres, c'était très difficile pour lui. Il a rebondi systématiquement à chaque mur qu'il y avait devant lui, et il a réussi.
a clôturé son tour du monde avec son record. Après, ça a été battu une nouvelle fois, mais on voit bien que les challenges, il faut les prendre, il faut les saisir, il ne faut rien lâcher. Et tous ensemble, on va arriver à créer ce monde de demain. Merci pour ce message positif. Alain Rocheux. Mais je vais rebondir exactement sur ce que vous venez de dire, à savoir que pour moi, le mot de la fin, ça doit être la coopération entre les acteurs de la filière. L'hydrogène, c'est un sujet complexe, comme les carburants, hydrocarbures, sauf que ça fait 150 ans qu'ils existent, que les filières existent, que tout existe. Donc cette complexité, elle a été gérée sur un temps long. L'hydrogène arrive comme une solution potentielle pour pallier aux problèmes que génèrent ces hydrocarbures. Et on n'a pas 150 ans pour arriver à des solutions viables qui sont déployées. Et donc pour arriver à ça, assez rapidement, la coopération entre les acteurs de la filière, elle est primordiale, indispensable, critique. Et c'est vrai que dans l'industrie, ce n'est pas forcément une façon de penser très répandue. Chacun développe son truc, on est dans un monde de concurrence. Mais si on adopte uniquement cette perspective pour le développement de la filière hydrogène, ça ne marchera pour personne. Donc voilà, il faut penser à coopérer. Charlotte, je pense. Je pense que tout a été dit. Le mot de la fin pour Mixen, ce serait aussi de se dire que la sobriété est le premier levier et qui dépend de tous les usages. Aujourd'hui, chaque énergie aura sa place selon les usages, mais qu'on ne sera pas sur une énergie, cette énergie ou cette énergie, mais bien sur un ensemble d'un mix énergétique. Et la réglementation accélère, et donc du coup, le collectif, le travail en écosystème permettra, je pense, de se dire que ce qui doit être électrifié sera électrifié, mais que l'énergie hydrogène est une énergie qui aujourd'hui pourra être utilisée notamment pour les usages intensifs de l'industrie, mais aussi de la mobilité. Donc, ne lâchez rien, ne lâchons rien. Pour le mot de la fin. Oui, donc dans le droit fil de ce que vous avez dit, je dirais qu'il faut être patient. Moi, j'ai connu le lancement des bus au gaz naturel dans les années 95. On a mis 10 ans avant de stabiliser le marché et je dirais de commencer à gagner de l'argent. L'électrique, le marché a mis 8 ans à mûrir. Et lorsque nous avons lancé les projets hydrogène il y a 2 ans, il y avait énormément de projets au niveau national, européen. On a été prudent dans nos études de marché. Et comme je l'ai dit, on l'a fait en complément de nos gammes électriques. Mais on pense qu'effectivement, sur notre marché, il va falloir attendre 5 ans avant d'atteindre la pleine maturité. Donc il faut être patient. Alors c'est vrai que ça mobilise des capitaux, ça mobilise de l'argent, mais comme je disais, si on part trop tard, on sera complètement absent de ce marché. Donc nous sommes persuadés d'avoir fait les bons choix. Et bon, l'avenir nous dira si ça représente 20, 30, 40, 50% du marché des autobus dans quelques années. Mais personnellement, j'y crois. Merci pour ce message très positif pour clore cette table ronde. Ne rien lâcher et y croire. On compte sur vous.